Elle semble avoir été douce, l'enfance de Federico García Lorca, liée à la terre et ses émotions. Une enfance passionnée, disait-il lui-même, folâtrant en liberté par les prés de la Vega de Grenade, sur fond de montagne. Une enfance dont il avouera n'être jamais sorti. Federico García Lorca fut certainement un être à part. Un de ses amis a dit un jour, quand Federico entrait, il ne faisait ni froid ni chaud, ce n'était ni l'été ni l'hiver, il faisait tout simplement Federico. Il était tout un climat. À New York, mes parents avaient un groupe de théâtre. Ils montaient donc Don Perlimplin et m'emmenèrent un jour aux répétitions. C'est là que j'ai entendu le passage de l'œuvre où il y a ce poème. Amour, amour, je suis blessé, blessé d'amour enfui, blessé d'amour à mort. Et cela me parut extraordinaire. Et en arrivant à la maison, j'ai dit à mon père, « Maintenant je sais lire, et je veux lire ce poème que j'ai entendu sur scène. » Il prit alors le recueil des œuvres complètes et me dit, « Le voici, c'est un poème de ton oncle Federico. » Federico García Lorca naît en Andalousie, à Fuente Vaqueros, le 5 juin 1898. C'est dans ce village que je suis né et que s'est éveillé mon cœur. C'est là que j'ai rêvé d'ailleurs lointain pour la première fois. Là que je serai terre et fleurs. Le père de Federico fut d'abord marié durant 14 ans à Mathilde Palacios. Elle mourut sans avoir eu d'enfant. Federico García Rodríguez convolera alors en secondes noces avec une jeune institutrice férue de littérature et de poésie, Vicenta Lorca Romero. « Tu parles comme un livre, Vicenta », lui aurait-il dit admiratif. Car lui, le laboureur, il aimait les livres. Elle lui donnera 3 fils, dont un mourra en bas âge, et 2 filles. Qu'il y ait eu une première femme qui n'ait pas été leur mère, il y a là quelque chose d'inquiétant et qui certainement aura éveillé leur curiosité, en particulier celle de Federico. Une autre expérience très douloureuse fut la mort du petit frère. Je pense que dans cette enfance que l'on décrit comme pleine de lumière et de liberté, ces 2 événements ont été vraiment marquants. À peine le soleil était-il levé que j'entendais dans ma maison le branle-bas du travail et les pas pesants des valets de ferme dans la cour. À moitié endormi, je percevais les bêlements de brebis et le bruit chaud de la traite des vaches. Parfois, un froufrou de jupe, très doux. C'était ma mère qui veillait amoureusement sur notre sommeil. Puis, mon père entrait dans la chambre, nous embrassait avec tendresse, tout doucement, en retenant sa respiration pour ne pas nous réveiller. Mon petit frère et mes petites sœurs remuaient, inquiets, et lui, en nous regardant passionnément, sortait sans faire de bruit. Federico est un enfant très entouré. Il y a bien sûr sa mère, Vicenta. Elle aime lire à haute voix pour toute la maisonnée et c'est une grande mélomane. Il y a ensuite sa grand-mère paternelle, passionnée par Victor Hugo, ses tantes, dont la tia Isabelle, qui lui enseigne le solfège et la guitare, et puis les nourrices, comme la célèbre Dolores, qui saura lui transmettre la culture populaire. L'enfance est tout au long de son œuvre très présente. Elle apparaît même dans le livre « Poète à New York » avec une force impressionnante. Et cette enfance est présente de façon très différente.
Comme un espace de liberté, d'abord. Or, elle est aussi associée à une certaine perception de la douleur, de la souffrance, de la différence. La première différence, c'est peut-être son statut social. En perdant la guerre hispano-américaine et donc Cuba, en 1898, l'Espagne doit trouver une autre manière de s'approvisionner en sucre. La culture de la betterave sucrière fera ainsi son apparition dans les campagnes andalouses, et la richesse de certains agriculteurs, parmi lesquels le père de Federico García Lorca. La famille est donc aisée, et Federico est le seul à porter une pelisse à col de fourrure qui fait l'envie des autres enfants, souvent en guenilles. Alors, lui qui dira plus tard être du parti des pauvres et fera entendre leur voix dans son théâtre, sent parfois le froid sur son cœur en ouvrant les armoires familiales pleines de linge propre. Les gamins de mon école sont aujourd'hui des travailleurs des champs. Et quand ils me revoient, ils n'osent pour ainsi dire plus me toucher avec leurs grosses mains sales que le travail a rendu aussi dur que la pierre. J'ai grandi auprès de vous, mon cœur a battu à l'unisson avec les vôtres. Vos mains sont plus saintes que les miennes, vos cœurs plus purs que le mien. Vos âmes, marquées par la souffrance et le labeur, sont bien au-dessus de la mienne. Allez, allez, va-t'en. Reste-toi un peu. Tu n'as rien à faire ici. Tu passes à ta place. Les pauvres sont comme les animaux. On dirait qu'ils sont faits d'une autre chair que la nôtre. Les pauvres sont tristes à leur manière. Oui. Devant un plat de lentilles, ils oublient tout. Pour vivre, il faut manger. À ton âge, on se tait devant les grandes personnes. Tais-toi, petite. Personne ne m'a jamais fait la leçon. Asseyez-vous. En 1919, Federico García Lorca est admis à la résidence universitaire de Madrid. C'est dans cette institution, aux allures de collège britannique, où l'on peut écouter Einstein, Marie Curie, mais aussi Ravel et Stravinsky, que va se former l'avant-garde espagnole. Federico y séjournera quelques années et y fera, entre autres, la connaissance de Luis Buñuel et de Salvador Dali, deux personnages qui marqueront sa vie, surtout Dali, chez qui il trouve une âme sœur. Car si Federico obtient son diplôme en droit pour satisfaire son père, il est avant tout musicien, déjà poète, et cultive depuis l'enfance la révélation du théâtre. Le succès arrive enfin en 1927 avec Maria Pineda au théâtre et l'année suivante son recueil de poèmes Romanchero Gitan. Mon arrière-grand-père, qui est né à Gavia la Grande, un petit village d'Andalousie, a été nommé maître d'école dans le village de Fuentevaqueros et il a eu pour élève Federico García Lorca. Et il l'a eu comme élève très très jeune puisqu'il lui a appris ses premiers mots et on dit que c'est lui qui lui a appris à écrire. Moi je crois que les problèmes qu'il traite, c'est des problèmes universels. Ce qui est singulier chez lui, c'est que c'est un petit andalou et qu'il le passe par le prisme de sa culture purement andalouse. Je pense que c'est un auteur merveilleux, je pense qu'il y a beaucoup de théâtre dans sa poésie, beaucoup de poésie dans son théâtre, beaucoup de musique partout, dans toute son œuvre, celle qui est écrite et celle qui chante entre les lignes qu'on entend et qu'on se fabrique soi-même parce que c'est un homme qui avait un sens de la volupté du mot, de la musicalité du mot. Et d'ailleurs il le dit, « Yo ante todo soy músico », disait-il. Il se considérait avant tout comme musicien. Comme à chaque fois qu'il a besoin de se ressourcer, Federico descend à Grenade pour retrouver sa famille. Le point de rencontre, c'est cette fois la grande maison de la Huerta, ce qui signifie verger en espagnol. Autrefois, dans la campagne de Grenade, la propriété se retrouve aujourd'hui entourée par la ville.
La Huerta San Vicente, mon grand-père l'acquit en 1926. Elle a été la maison de famille de sa vie d'adulte. Il vivait à Madrid, mais revenait ici en été. Je crois que ce furent des années particulièrement heureuses parce que Federico était enfin reconnu. Il arrivait de Madrid, digne de cette confiance que ses parents avaient déposée en lui. Ils décidèrent ensemble de le soutenir. Ce fut sûrement plus difficile pour mon grand-père, car il voulait absolument que Federico termine ses études de droit. Mais ils reconnurent tous deux son talent, et ça a dû être très gratifiant pour lui que ses parents puissent connaître son succès. Mais le succès tant attendu va aussi amener la rupture avec ses amis Luis Buñuel et Salvador Dalí, qui signent ensemble le scénario du film Un chien andalou. Chien andalou. Lorca se sent touché. Il interprète cette œuvre et surtout son titre comme une attaque à son encontre. En 1929, à 32 ans, il traversa une crise personnelle. Une histoire d'amour qui ne fonctionna pas, et une crise aussi causée par ses amis Buñuel et Dalí. Ces derniers furent particulièrement critiques avec le style du romancero gitan. Ils le qualifièrent de « vendu à la pire putréfaction », c'est-à-dire de maniéré et de conformiste en quelque sorte. Leurs lettres sont impressionnantes. Ils lui firent vraiment du mal, mais d'un côté, Federico savait très bien ce qu'il faisait. Et si eux s'enfuirent à Paris, lui décida d'aller à New York. Son mentor, Fernando de los Ríos, devait aller donner des cours à l'université de Columbia et il lui dit « Pourquoi tu ne viens pas? Tu apprends l'anglais, tu fais tes conférences, tu écris. » Et ce fut un voyage qui transforma sa vie comme poète, mais qui transforma aussi le panorama de la poésie du XXe siècle. L'aurore de New York a 4 colonnes de vase et un ouragan de noires colombes qui barbotent dans l'eau pourrie. L'aurore de New York gémit dans les immenses escaliers, cherchant parmi les angles vifs les nards de l'angoisse dessinée. L'aurore vient et nul ne la reçoit dans sa bouche parce qu'il n'y a là ni matin ni possible espérance. Parfois, les pièces de monnaie, à naissain furieux, percent et dévorent des enfants abandonnés. C'est le choc entre la très vieille Europe et la toute nouvelle Amérique. On peut imaginer la stupéfaction de ce poète andalou arrivant à New York. Tout a dû lui paraître démesuré. Il s'autorise à sortir d'un classicisme, de se libérer complètement de ses modèles et à se libérer du romancero pour passer à une écriture annonciatrice certainement d'un monde qui va toujours plus vite et qui broie les hommes et les terrifie. Des fleuves d'or y arrivent du monde entier, et la mort avec. Nulle part comme ici, on sent que l'esprit est absent. Cette multitude imagine que le monde sera toujours le même et qu'il a le devoir de faire marcher cette grande machine, jour et nuit, et c'est terrible. Après un voyage qui aura duré 1 an et qui l'aura mené de New York à la Havane, Lorca revient en Espagne. Il n'est plus le même, son pays non plus. Son retour coïncide avec la chute de la dictature du général Primo de Rivera. En 1931, un vent d'espoir souffle sur l'Espagne qui rêve d'égalité et de progrès.
Les élections municipales vont donner le pouvoir aux forces républicaines et contraindre le roi Alphonse XIII à l'exil. La Seconde République va naître et avec elle, l'illusion d'un pays libre. Cette même année, Lorca est nommé directeur du théâtre universitaire de la Baraka, dont la mission est de faire des tournées pour représenter le répertoire classique dans les zones rurales. Le génie n'est que l'enfance nettement formulée, disait Baudelaire. Lui qui n'aura cessé, durant toute sa jeunesse, d'aider les enfants des paysans à accéder à l'instruction, veut aujourd'hui régénérer l'Espagne, ce pays dont un tiers de la population est analphabète, par le droit à l'éducation, le droit à la culture. Le théâtre de la Baraka, c'est sa grande œuvre sociale. Vêtu d'une salopette bleue comme le reste de la troupe, il se présente comme un ouvrier de l'illusion et se prend même au jeu. Caché derrière des voiles noirs, il monte sur scène pour interpréter le personnage de l'ombre. En 1931, pendant la République, son ami Fernando de los Ríos, qui était à ce moment-là ministre de l'Éducation, à l'époque on disait de l'instruction publique, leur apporta tout son soutien sur ce projet. Il les aida à acquérir le camion, avec lequel ils parcoururent toute l'Espagne. Et je crois que ce fut pour lui un des projets les plus importants de sa vie. D'abord, atteindre ce public. Sur les images de ce merveilleux film de la Baraka, on voit sur les visages des spectateurs, des gens très âgés, des enfants, on voit l'émerveillement. Et bien sûr, cela a dû être très stimulant pour quelqu'un qui, comme lui, voit sa vie au théâtre. La Huerta s'affirme comme le décor du bonheur familial. D'abord, c'est ici que la tribu se retrouve, que Federico partage les temps de jeu avec ses neveux. Du bonheur d'écrire aussi, car il aurait signé ici certaines de ses œuvres majeures, dont Noces de sang et sa dernière pièce, La maison de Bernarda Alba. Et enfin, du bonheur de vivre dans une république où tant reste à faire. Dans les mémoires de ma tante Isabelle, il y a un très beau chapitre où elle raconte comment, alors petite, elle attendait le soir tard que rentre son frère Federico. Elle l'entendait alors rire dans l'allée avec ses amis qui le raccompagnaient. Ses amis rentraient chez eux et lui, il restait dans sa chambre pour écrire jusqu'au lever du soleil. Que l'on se taise. Elle est morte vierge. Prévenez qu'à l'aube demain, on sonnera 2 fois le glas. Bienheureuse 1000 fois, elle qui l'a tenue dans ses bras. Et je ne veux pas de larmes. La mort, il faut la regarder en face. Silence. J'ai dit qu'on se taise. Les larmes quand tu seras seul. Nous aurons tout un océan de deuil pour nous noyer. Moi, je pense que les problématiques qu'il soulève avec l'enfermement des femmes, par exemple dans la Casa de Bernarda, ou dans Yerma, sa stérilité comme ça, certains sujets tabous comme la marginalisation des gitans, comme l'homosexualité, comme la condition des femmes, il a été un précurseur. On doit lui rendre hommage. Et ces sujets-là ne sont pas encore réglés. Et moi, je le considère comme un poète nécessaire. La esposa triste se bañaba en el río de la sierra. La esposa triste se bañaba por el cuerpo le subía los caracoles
Parfois, quand je vois ce qui se passe dans le monde, je me demande pourquoi est-ce que j'écris. Mais il faut travailler et aider ceux qui le méritent. Travailler, même si l'on pense parfois que ce que l'on fait est inutile. Travailler comme si le travail était une forme de protestation. Car lorsque nous nous réveillons chaque matin dans un monde plein d'injustice et de misère, de tous ordres, notre premier mouvement devrait être de crier « Je proteste, je proteste, je proteste ». 5 ans après sa naissance, la nouvelle République est menacée. En 1936, la société est déchirée entre les partisans de la gauche républicaine qui réclament encore plus de réformes et la droite catholique qui craint de perdre ses privilèges. Face à une nouvelle victoire de la gauche aux élections, les militaires et la phalange vont s'organiser pour défendre leur vision de l'Espagne. À Madrid, la tension s'intensifie entre les partisans des deux bords. Auteur reconnu et engagé, homosexuel, Lorca est en danger. Inquiet, il se rend chez Antonio Rodríguez Espinosa, son vieux maître d'école chargé par la famille de gérer son argent. Il est donc allé voir Don Antonio à Madrid afin qu'il lui donne l'argent du voyage. Et mon arrière-grand-père a essayé de le dissuader en lui disant que c'était très dangereux pour lui, qu'il était très connu là-bas et qu'il n'y avait pas que des amis. Mais devant l'insistance de Federico, il lui a donné l'argent pour prendre son billet de train qui a fait qu'il est rentré à Grenade quand la guerre a éclaté. Il a commis la funeste erreur que nous commettrions probablement tous, de vouloir, dans ces temps troublés, vouloir rejoindre sa terre et sa famille. L'Espagne va sombrer dans une guerre civile atroce, où tous ceux qui refusent de se plier au nouvel ordre de la phalange seront combattus ou exécutés sommairement. Ceux qu'on appelle les rouges seront ainsi poursuivis avant de devenir les vaincus. Ils sont venus le chercher ici 2 fois. Comme il n'y était pas, ils fouillèrent toute la maison. C'est ici qu'ils cherchèrent cette supposée radio avec laquelle il aurait communiqué avec l'Union soviétique et qu'ils rouèrent de coups le gardien de la maison. C'est ici aussi que la famille s'est réunie pour décider que faire. Parce que Federico aurait pu encore passer en zone républicaine. Mais je crois qu'il ne pouvait pas imaginer ce qui allait lui arriver. En cet après-midi du 16 août 1936, Federico attend. Voilà 3 jours qu'il est caché chez les Rosales. Bien que phalangistes, ils sont amis de la famille. La veille, les rebelles ont mis à sac la huerta et menacé d'emmener Don Federico, son père, s'il ne révélait pas le refuge de son fils. Alors, Concha, la jeune sœur de Federico, qui tremble pour ses 3 enfants et pour son mari qui a été arrêté, a avoué, sans en imaginer les conséquences, où se cachait son grand frère. Federico García Lorca sera arrêté, sous prétexte qu'il aurait causé plus de mal avec sa plume qu'avec un revolver. Il sera exécuté quelques jours plus tard à l'aube et jeté dans un fossé, près de ce ravin, sur les hauteurs de Grenade.